D'abord, ce qui est très important, c'est le mot « empêcher » que tu as employé. Qu'est-ce qui nous empêche ? Empêcher, étymologiquement, ça veut dire tomber dans un piège. Ça veut dire être entravé. Ça veut dire être finalement pris dans quelque chose qui nous empêche d'agir. C'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique ne procède pas par l'interdit, par la censure. Puisque quand quelque chose est interdit, ça veut dire que le reste est permis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fonctionne par des dispositifs, des procédures d'empêchement. C'est-à-dire qu'effectivement, on rend compliquer les choses de manière à limiter le pouvoir d'action des individus et des citoyens. La liberté, Pierre Leroux, au XIXe siècle, il la définissait comme la capacité d'agir. Eh bien, nous sommes effectivement empêchés, c'est-à-dire entravés dans nos capacités d'agir. Alors, comment est-ce que nous sommes empêchés et entravés ? C'est à la fois très simple et très compliqué. Très simple dans la mesure où, justement, aujourd'hui, tu as parlé d'habitude et d'habitus. L'habitus, c'est un concept du sociologue Pierre Bourdieu qui est extrêmement important parce que, justement, il ne fait pas basculer les choses du côté de la psychologie ou du côté de la sociologie, mais il montre que c'est inséparable pour les individus et pour les structures sociales. L'habitus, c'est une disposition à agir et à penser d'une certaine façon. C'est une manière d'être au monde, si vous voulez. Et cette manière d'être au monde, elle est d'abord dans les structures sociales. Elle est d'abord dans les normes sociales. Elle est d'abord, bien sûr, dans les dispositifs sociaux. Mais en même temps, elle est en nous. Bourdieu disait « l'État, il est en nous ». Nous l'avons malgré nous avalé, même par le biais de l'agenda, de l'almanach, etc. Nous avons avalé des structures de l'État. Donc l'habitus, c'est une habitude que les individus ont parce qu'ils ont incorporé, intériorisé les structures sociales. Donc si tu veux, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'on voit bien que les catastrophes sont là. Bon, on a pris l'exemple du Covid, mais on aurait pu prendre l'exemple de la crise sociale, de la crise financière, enfin, de la crise même politique, de la crise même polémique avec la guerre en Ukraine, etc. On sait bien que les catastrophes sont là. On continue à marcher sur le volcan. Pourquoi ? Je crois que parce que profondément, nous n'y croyons pas. C'est-à-dire que profondément, nous ne nous donnons pas les moyens de changer nos modes de vie pour éviter ces catastrophes qui sont déjà là. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Donc, en gros, si tu veux, avant, il y avait les millénaristes, ceux qui pensaient qu'il allait y avoir une catastrophe au millénaire ou qu'il allait y avoir un cataclysme, etc. Eux, ils y croyaient, mais ils n'avaient pas les moyens scientifiques et techniques de savoir quand et comment cette catastrophe allait se produire. Nous avons les moyens, tous les travaux du GIEC, de l'OMS, etc., nous avons les moyens de savoir que ces catastrophes sont là, imminentes, mais nous n'y croyons pas. C'est un peu comme la mort, si vous voulez. Nous savons que nous sommes mortels, mais en même temps, quelque part, nous n'y croyons pas. Et nous y croyons d'autant moins, je reviens au début, que nous sommes empêchés de penser, empêchés de nous représenter le monde autrement qu'il est. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, ces habitudes et ces habitudes de pensée, ils proviennent tout simplement des normes sociales, dont je vous ai dit que c'était aussi des normes sociales incorporées, intériorisées, donc des normes mentales, pour le dire autrement. Eh bien, ça provient de la manière dont nous vivons. Et la manière dont nous vivons dans nos sociétés, c'est la manière dont nous travaillons. C'est-à-dire que les habitudes, nous commençons à les acquérir, bien sûr, dans la famille, bien sûr, dans l'éducation, mais elles viennent, je dirais, se précipiter, se figer en tant que chaîne d'action et chaîne de pensée
dans le travail. Or, dans le travail, quelles sont nos normes sociales? Nos normes sociales, ce sont des normes de production en termes quantitatifs et en termes de rapidité, basées sur la compétition et la concurrence. Paul Valéry disait que la concurrence permet le meilleur marché, mais pas la meilleure qualité. Ben, c'est ce qui se passe de nos vies. Nos vies, la manière dont elles sont organisées socialement, politiquement, n'est-ce pas, elles permettent le meilleur marché pour que d'autres encaissent les profits, une petite oligarchie, et en même temps, nos vies ne sont pas de bonne qualité, puisque justement, pour pouvoir changer, si tu veux, pour pouvoir changer nos habitudes et nos habitus et faire face aux crises qui sont déjà là, c'est-à-dire tous les signaux sont au rouge et on le sait, eh bien, il faudrait qu'on change déjà la manière de travailler. Or, la manière de travailler aujourd'hui, tu as fait allusion à mon dernier livre, eh bien, elle est prise dans des dispositifs d'assujettissement, dans des dispositifs d'esclavage, de servage. J'emploie le mot très fort pour vous faire réagir. Bien sûr, nous ne sommes pas mutilés comme les esclaves qui fuyaient, qui marronnaient lorsqu'ils fuyaient les plantations négrières. Bien sûr, nous ne sommes pas enferrés, enchaînés, mais nous sommes tenus par de nouveaux fers dématérialisés, abstraits, qui nous prescrivent et nous programment de comportement. Ce sont les algorithmes. L'humanité est ce qu'elle mange, ce qu'elle bouffe aujourd'hui, c'est des algorithmes. Ce qu'elle bouffe, c'est un monde abstrait, c'est un monde dévitalisé. Donc nous avons lâché la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes qui permettent justement d'accroître un peu plus, si vous voulez, le travail en termes de vitesse, en termes de quantité. Pour faire vite, pour faire simple, et peut-être qu'après je te laisserai me poser d'autres questions, mais pour faire vite, pour faire simple, pour pouvoir changer nos habitudes et nos habitus, encore faudrait-il que, par exemple, à l'école, nous apprenions aux enfants l'importance de la solidarité, de la fraternité, de la manière de soigner la vulnérabilité de l'autre. Il faudrait que nous apprenions, encore une fois, aux enfants une solidarité avec le vivant, avec la vie, avec la planète. La planète et nous sommes inséparables. Eh bien, c'est pas du tout comme ça. Juste avant de venir, je voyais une publicité d'une boîte qui proposait aux parents d'enfants en maternelle de les entraîner à passer les tests scolaires des cours préparatoires. C'est-à-dire que déjà à 3-4 ans, n'est-ce pas, on met dans la tête des enfants qu'ils doivent réussir les tests. Les tests, c'est la pire des conneries. Avec Jean-Michel Blanquer, ça a été une catastrophe. Il a installé partout des moyens de contrôle d'un savoir sans donner les conditions pour l'apprendre. Parce que tout le monde sait bien que passer un test n'a rien à voir avec, si vous voulez, la capacité d'apprécier le savoir, d'apprécier la science, d'apprécier la littérature, la philosophie. Donc, si vous voulez, toute notre manière de vivre, à commencer par exemple la production de la valeur. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la valeur? Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte pédagogique? Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte de soin? Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte d'information? Eh bien, la valeur aujourd'hui, c'est atteindre un score sportivo-managérial. C'est en gros d'atteindre un chiffre. Par exemple, pour toi, dans ton métier, c'est avoir une logique d'audimat. C'est-à-dire, si tu as beaucoup de monde, si tu as beaucoup de commentaires, tu es un bon journaliste. Donc à partir de là, la télévision berlusconienne, eh bien, elle a plus de qualité, n'est-ce pas? Elle a plus de valeur que la RAI. Vous voyez? Donc partout, nous sommes dans un système où la valeur n'est rien d'autre que la propriété émergente de la quantité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un bon prof? Un bon prof de lycée, c'est celui qui va amener le maximum de mentions bien et très bien, n'est-ce pas, au baccalauréat. Mais c'est complètement fou. Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte de soin? C'est finalement l'argent que ça rapporte au pôle médico-chirurgical, ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire face aux défis du monde, que ce soit la crise climatique, que ce soit la crise sociale, que ce soit la crise économique, que ce soit la crise politique, si on ne change pas nos manières de vivre ensemble et de définir ce qu'on entend par la valeur d'un acte. Aujourd'hui, la capacité de penser, elle est inséparable de la liberté. C'est pas le calcul, c'est pas la cognition.
Les ordinateurs, ils sont formidables pour ça. Ils calculent de manière formidable. Mais ils ne savent pas ce qu'ils calculent. Si par exemple un ordinateur, vous lui donnez toutes les images, tous les clichés d'imagerie de la peau, il va être à même, mieux que les dermatologues, de diagnostiquer le mélanome qui est un cancer de la peau. L'ordinateur va réussir à 98%, je crois, lorsque les dermatologues atteignent péniblement 85%. Bon. Mais l'ordinateur, il ne sait pas ce qu'il fait. En gros, il a engrangé comme ça des images et il a appris à différencier celles qui, par ressemblance, sont pathologiques. Mais il ne connaît pas l'anatomie, il ne connaît pas la physiologie, il ne connaît pas la pathologie. Eh bien, si vous voulez, pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce que proposait, par exemple, Jean-Michel Blanquer, en termes, si vous voulez, d'enseignement du français, de la lecture, etc., c'était transformer l'enfant, l'élève, en logiciel d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il devait engranger un certain nombre d'informations et ensuite les recracher dans les tests d'évaluation. Mais en quoi, par exemple, pour prendre un exemple très simple, en quoi une dictée quotidienne telle que l'a préconisé l'ex-ministre n'est-ce pas, de l'Éducation nationale, en quoi ça donnait du goût à l'apprentissage, en quoi ça permettait de comprendre un texte que de recracher l'image même des phrases, des mots et des syntaxes. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si tu veux, on ne peut pas, à l'heure actuelle, répondre aux défis que nous rencontrons tant que nous n'aurons pas changé nos habitudes de pensée, nos habitudes d'action, qui sont l'incorporation, l'intériorisation, l'introjection des normes sociales, et en particulier des normes sociales acquises sur les milieux de travail. Tant que, au niveau des professionnels, n'est-ce pas, ce qui va compter, c'est la rapidité d'exécution, tant que ce qui va compter, c'est la conformité des actes qui sont prescrits par des experts, par des protocoles ou par des chefs, c'est-à-dire tant que finalement, si vous voulez, l'ouvrier, mais l'ouvrier c'est aussi bien le chirurgien que l'employé, n'est-ce pas, sont contraints par un certain nombre d'exigences dans leur acte professionnel, ils sont dispensés d'avoir à penser, et s'ils sont dispensés d'avoir à penser, à partir de ce moment-là, il est difficile de penser à la manière dont nous pourrions inventer une autre manière d'être ensemble et de vivre avec le monde, c'est-à-dire le vivant dont nous faisons partie.